il s'agit donc de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Là. Donc, hypertrophie bénigne de la prostate, ou adénome de la prostate, parce que l'adénome, c'est une tumeur glandulaire, donc bénigne. Voilà, adénome de prostate, hypertrophie bénigne de la prostate, hyperplasie bénigne de la prostate, c'est la même chose. Le plan de cours, il est assez simple. Donc, l'introduction, on va faire la définition, l'intérêt du sujet, le rappel embryologique et anatomique, la physiopathologie, l'épidémiologie, évaluation donc, de l'hypertrophie bénigne de la prostate, le diagnostic positif et différentiel, les complications, la prise en charge, c'est-à-dire le traitement et une conclusion. On commence par la définition. C'est une tumeur bénigne. Donc, elle est liée au vieillissement, donc une imprégnation hormonale masculine normale, responsable d'un obstacle à l'écoulement normal des urines, causant un déséquilibre du bas appareil urinaire et secondairement, bien sûr, une complication majeure, c'est la destruction rénale. Donc, cette tumeur, elle est liée à l'âge. Donc, il suffit qu'il y ait un âge avancé et il suffit qu'il y ait une imprégnation donc hormonale, c'est-à-dire androgénique, c'est-à-dire la testostérone normale d'un individu. Donc, c'est une tumeur qui n'existe pas chez les gens qui n'ont pas de testostérone. Donc, chez les gens qui ont, par exemple, donc une, comment dirais-je, agénésie testiculaire, qui ont donc perdu leurs testicules suite à un accident, etc. Donc, ces gens-là ne développent pas donc d'adénome de prostate. Voilà. Donc, rappel biologique. Donc, la prostate, elle provient des cellules mésenchymateuses du sinus urogénital. Donc, et son développement s'étend de la 5e semaine, donc de la vie embryonnaire, au 6e mois. Puis elle s'arrête. À partir de ce moment, elle s'arrête et elle ne reprend donc son évolution, son développement que sous l'influence des androgènes à la puberté, c'est-à-dire de la testostérone. Donc, c'est une glande hormonodépendante. Elle dépend de la testostérone pour qu'elle se développe. Donc, s'il n'y a pas de la testostérone, et généralement pas uniquement la testostérone, mais la dihydrotestostérone, donc c'est un dérivé de la testostérone sous l'effet de la 5-alpha-réductase. Il y a des récepteurs de la 5-alpha-réductase qui est une enzyme. Voilà. Donc, s'il n'y a pas donc, ces trois éléments-là, la testostérone, la 5-alpha-réductase et la dihydrotestostérone, la prostate ne se développe pas, l'adénome de prostate ne se développe pas. Donc, l'adénome de la prostate, c'est une tumeur hormonodépendante. La prostate, c'est une glande masculine hormonodépendante. Donc, c'est une petite taille, on la 20 grammes, 30 grammes, 35 grammes, ne passe pas. Donc, c'est le sujet normal. Elle entoure l'urètre prostatique, comme on voit sur le schéma. Elle entoure l'urètre prostatique. Elle est limitée en haut par le sphincter lisse. Donc, le sphincter lisse qui est donc non volontaire, qui est involontaire. On ne peut pas le commander. Voilà. Et en bas, il y a un autre sphincter, donc à l'apex, c'est-à-dire au sommet, à l'apex, comme on voit à l'apex, donc au sommet, il y a un autre sphincter qu'on appelle le sphincter strié. Ce sphincter strié, c'est un sphincter donc qu'on peut commander. C'est un sphincter volontaire. Et on va voir par la suite donc que lors de la prostatectomie ou bien lors de la nucléation de l'adénome, on perd le sphincter donc lisse qui est donc involontaire et on garde donc le sphincter strié. Donc la propreté, c'est-à-dire la continence, c'est-à-dire la propreté, elle est assurée par un seul sphincter qui est le sphincter strié. Donc cette glande donc, masculine, elle est vascularisée généralement par deux artères, donc l'artère vésicale inférieure et l'artère hémorroïdale, tous les deux branches de l'hypogastrique, c'est-à-dire de l'artère iliaque interne. Donc cette artère iliaque interne, elle comprend donc des branches végétales, des branches donc pariétales et des branches viscérales. Les artères vont se diviser en groupes, donc dans la prostate, en groupe capsulaire et en groupe urétral. Donc ces derniers donc, vont se développer donc, lors
donc de l'hypertrophie bénigne de la prostate, elle devient très vascularisée. Et on va voir par la suite que donc, la chirurgie de la prostate, c'est une chirurgie très saignante. Voilà, les veines forment un plexus sur la face antérieure et latérale, donc ils reçoivent la veine dorsale de la verge, ce qu'on appelle le plexus de Santorini. C'est un plexus, c'est des grosses veines donc, qui sont réunies donc, au niveau de l'apex. Voilà, donc on doit les ligaturer lors de la prostatectomie radicale, pas de la dénomectomie, lors de la prostatectomie radicale. Les lymphatiques de la prostate se jettent dans les ganglions hypogastriques, sacrés et surtout iliaques externes. Voilà, et quand il y a un cancer de prostate, par exemple, on doit faire un curage ganglionnaire, donc iliaque, obturateur, jusqu'à arriver au nerf obturateur, c'est-à-dire presque contact donc, des releveurs de l'anus. L'innervation, elle est mixte, quand on a vu avec le sphincter, l'innervation, elle est mixte, donc elle est sympathique et parasympathique, donc à partir des plexus pelviens. Il y a un autre type d'anatomie, donc ça, ce qu'on appelle, ce qu'on a vu, ce qu'on appelle l'anatomie descriptive. C'est une anatomie descriptive, donc on peut décrire ce qu'on voit avec la prostate, ses faces, ses côtés, etc., tout ce qui est vascularisation, tout ce qui est innervation, etc. Et il y a l'anatomie endoscopique. L'anatomie endoscopique, c'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur, donc, de l'urètre prostatique et on voit comment la prostate se présente. Donc, si on rentre avec un urétéroscope, donc on rentre, on voit un tube qui est rougeâtre, voilà, on rentre jusqu'à buter on bute sur le sphincter, donc on force un peu, donc, et on verticalise un peu le cystoscope, on va rentrer, donc on va forcer sur le sphincter et on va rentrer dans l'urètre prostatique. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les deux joues de l'adénome, donc les deux joues de l'adénome. Donc ce qui est marqué ZT, c'est les zones de transition, voilà. Donc les deux joues de l'adénome. On voit une formation érectile, on la voit généralement à 6 heures et c'est ce qu'on appelle le verrue montanum, ce qui est donc c'est un corps érectile, donc il va augmenter de volume lors de l'éjaculation, donc il ne va pas donc permettre au sperme de revenir dans la vessie. Voilà. Donc, et on rentre dans l'urètre prostatique jusqu'à arriver dans la vessie. On va contrôler la vessie, on va voir une vessie donc, de lutte, etc. On va voir par la suite. Il y a une troisième anatomie, celle qui est décrite par M. McNeil et M. Jules Vernet, ce qu'on appelle l'anatomie zonale. Et cette anatomie, elle prend toute son importance donc, lors du cancer de prostate. Parce que, comme on connaît, comme on sait, le cancer de prostate se développe sur des zones donc bien définies, ce qu'on appelle la zone périphérique, ce que vous voyez en violet, ZP, zone périphérique. Vous le ZP, vous voyez zone centrale, zone de transition, zone de transition. Donc, ce que vous voyez en blanc, donc c'est le stroma antérieur ou bien c'est la zone intérieure. Et ce que vous voyez en vert, donc c'est la zone périurétérale ou bien la zone des glandes périurétérales. 80% donc de cancer de prostate se développe sur la zone périphérique, ce qui est en violet, 8% sur la zone de transition et à un moindre pourcentage sur le stroma fibreux antérieur ou bien sur la zone antérieure. Voilà, le lobe médian prend son essence à partir des glandes périurétrales. Docteur, oui. S'il vous plaît, c'est possible d'accepter les autres. Je ne sais pas, on va voir. On va voir. Alors, sur le plan anatomopathologique, donc l'hypertrophie bénigne de la prostate, comme on l'a dit, elle commence dans la zone périurétérale, parce que urétérale, donc c'est les urétères, c'est le haut appareil urinaire et ça nous concerne pas. Périurétérale, sous forme d'une hyperplasie fibromusculaire. Des éléments glandulaires vont s'ajouter pour former donc un fibroadénomyome qui va progresser. Donc, ils vont former les premiers noyaux donc, de l'adénome de prostate qui vont se progresser. Donc, l'adénome de prostate, il a 3 constituants.
Donc, il a des tissus conjonctifs solides, des tissus conjonctifs très durs, tissus conjonctifs, donc des fibres conjonctives, fibreux, voilà. Il a des tissus glandulaires, c'est adéno, donc c'est de l'adénome. Il y a des tissus glandulaires. Et myome, il y a des fibres musculaires lisses. Voilà. Donc, et c'est pour cela, donc, cette hyperplasie aboutit à la formation de nodules de taille différente qui vont, voilà, comme on a dit, et qui peuvent siéger dans différentes lobes. Le développement ultérieur de l'hypertrophie bénigne de la prostate se fait par croissance des nodules, donc par l'apparition de nodules nouveaux. Voilà, donc que par l'apparition de nodules nouveaux. C'est-à-dire qu'il y a donc primitivement formation de nodules. Voilà. Et on a dit, donc, puisqu'il y a 3 constituants donc, de fibres musculaires lisses, donc du tissu donc, glandulaire et du tissu conjonctif, donc on dit qu'il y a une absence de parallélisme anatomo-clinique. Par exemple, une petite prostate par exemple, de 50 grammes, 60 grammes, là où donc prédomine le tissu conjonctif, donc c'est une prostate qui est dure. Elle est dure, donc elle ne s'ouvre pas à la miction. Donc, par conséquent, il y a beaucoup de signes. Donc le malade, il devient dysurique, il y a beaucoup de signes. Par contre, une grosse prostate 80, 90 grammes, 120 grammes, 300 grammes, etc., où prédomine le tissu donc, glandulaire, c'est-à-dire l'adénome prédomine, tissu glandulaire, donc c'est une prostate qui est grosse, certes, mais elle est molle, donc elle s'ouvre à la miction, donc, et là, donc, les signes cliniques ne sont pas assez importants. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une absence donc, de parallélisme anatomo-clinique. Les lésions prostatiques secondaires de l'hypertrophie de la prostate, nous avons les lésions vasculaires, bien sûr, il y a des zones d'infarcissement, donc c'est un tissu qui est précaire, c'est un tissu qui est fragile, donc il y a des lésions vasculaires, donc des thromboses vasculaires, etc., avec des zones d'infarcissement qui donc engendrent donc, des hématuries, parfois donc elles sont impressionnantes, donc, ou bien donc ils vont majorer donc l'obstruction. Et nous avons les lésions inflammatoires, donc qui vont causer ce qu'on appelle des adénomites, qui vont aggraver donc le tableau clinique. Docteur? Oui. Docteur, s'il vous plaît, il y a des gens qui veulent rejoindre la réunion. S'il vous plaît, les accepter. Pourquoi ils ne l'ont pas rejoint? C'est bon. C'est bon, d'accord, merci. Non, c'est bon. Alors, sur le plan physiopathologique, donc, et normalement, donc sur le plan physiopathologique, nous avons donc 2 théories généralement. Nous avons la théorie hormonale. On a dit que la prostate, elle dépend donc des ondes. Donc, s'il n'y a pas d'androgène, s'il n'y a pas de testostérone, surtout la dihydrotestostérone, s'il n'y a pas la 5-alpha-réductase, donc on aura un problème. On aura un problème dans donc, le développement de cet adénome de la prostate. Voilà, donc c'est la théorie hormonale. Deuxièmement, la théorie, c'est que l'hypertrophie bénigne individu masculin. Donc, il y a un âge assez avancé et qu'il y a une imprégnation hormonale dépendante, comme on l'a dit précédemment, et une imprégnation hormonale normale. Donc, cela dit qu'il y a des lésions donc, de l'adénome de la prostate, qu'elles soient cliniques ou infracliniques. Donc, tout individu va faire un adénome de prostate, mais le développement clinique, la symptomatologie clinique, elle est variable d'un sujet à l'autre. Parfois, donc, elle se voit chez un sujet, chez un autre, elle ne se voit pas, malgré qu'il a des lésions d'hypertrophie bénigne de la prostate. La deuxième théorie, c'est la théorie stromale, c'est-à-dire là, c'est l'apoptose, c'est-à-dire c'est la mort cellulaire. Normalement, il y a un équilibre entre prolifération et mort cellulaire. Donc, et là, donc, au niveau de l'adénome de prostate, nous avons une diminution donc, de cette mort cellulaire, voilà, sous l'influence de plusieurs facteurs comme on le voit. Mécanisme de l'obstruction, à l'état normal, donc le remplissage de la vessie se fait à basse pression, 30 mm de mercure uniquement. Donc à basse pression.
Donc, si elle se fait donc à haute pression, on va avoir donc une dilatation donc, des cavités pyélocalicielles. L'oreille devient menacée. Donc, il faut qu'il y ait une basse pression dans la vessie pour que les urines s'écoulent sans problème et ne reviennent pas donc, dans le rein. L'urètre, il est fermé au remplissage de la vessie, l'urètre, il est fermé. Le sphincter strié assure la continence, comme on l'a dit. Donc, et la miction, elle est aussi assurée par la contraction du détressor. Voilà. En cas d'hypertrophie bénigne de la prostate, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va y avoir donc une augmentation de la zone transitionnelle, de transition, donc les deux joues de l'adénome. Ce qu'on a vu en violet, les deux joues de l'adénome, pas en violet. Ce qu'on a vu donc en, je ne sais pas, en jaune. Donc, une augmentation donc, de la zone transitionnelle. L'urètre prostatique, il devient statique, c'est-à-dire donc il ne se ferme pas, il ne s'ouvre pas, il va être donc fermé. Donc son angulation, elle devient très très importante. Et on dit qu'il va y avoir une infundibulisation du trigone. Donc au lieu que le trigone soit large, il devient comme un entonnoir. Voilà. Composante, il y a une composante dynamique, c'est l'augmentation du tonus des cellules musculaires sous contrôle des récepteurs alpha. Donc, il ne faut pas oublier que donc, il y a des fibres musculaires lisses. Et comme on l'a vu en physiologie ou en physiopathologie, dans les années donc, précédentes, on dit que donc, ces fibres musculaires lisses sont riches donc, en récepteurs alpha-adrénergiques. Donc, et quand ces récepteurs alpha-adrénergiques sont, sont stimulés, on va avoir donc une contraction donc, de la fibre musculaire, tout simplement. Donc, quand ils sont bloqués, donc on va y avoir un relâchement de la fibre musculaire et c'est généralement la base donc, du traitement de l'adénome de la prostate. Il faut savoir que donc, ces récepteurs donc, siègent généralement sur le trigone, sur l'urètre prostatique, sur la capsule prostatique, c'est-à-dire sur la zone périphérique. Voilà, donc ils ne siègent pas généralement, ils sont rares sur le dent vésical. Il y a d'autres récepteurs sur le dent vésical, pas les récepteurs alpha. Donc, dans la zone donc, trigonale, donc, au niveau de la capsule prostatique et au niveau de la zone urétrale. Voilà. Sur le plan épidémiologique, on va dire que donc elle apparaît dès l'âge de 30 ans. Donc on a opéré, je vous assure qu'on a opéré des malades à 35 ans. C'est très pénible. Donc elle apparaît dès l'âge de 30 ans. Donc 8% à l'âge de 30 ans, bien sûr, 50% à 50 ans. Donc la première, donc la 5e décennie. Et 80% au-delà, donc vers la 8e décennie, 80%. Aucun facteur favorise l'adénome de prostate. Voilà. Donc, certains facteurs ont été donc, soulevés, comme la race, l'environnement, l'alimentation, les habitudes sexuelles, le tabac, donc les pathologies associées. Donc, ils étaient soulevés, mais non formellement prouvés. Actuellement, on peut citer par exemple l'obésité. Donc, il y a beaucoup de facteurs, donc il y a beaucoup d'adénomes de prostate qui sont reliés à l'obésité. Donc, les facteurs favorisent donc le développement de l'adénome de la prostate, c'est la religion, donc les habitudes ou bien les cas socio-économiques, l'activité sexuelle, voilà. La vasectomie, c'est-à-dire la ligature, donc c'est un moyen de contraception chez l'homme. Donc c'est la ligature donc, des canaux déférents. L'alcool, la cirrhose hépatique, voilà, l'HTA, le tabac, voilà. Donc, ils ne sont pas formellement prouvés. Donc, la race caucasienne de la prostate, donc les obèses, surtout l'obésité, voilà, et les facteurs héréditaires. Facteurs héréditaires, généralement, quand on opère donc quelqu'un pour adénome de la prostate, on va recevoir donc son frère, on va recevoir son oncle, etc., son fils, etc. Voilà, 50% des cas. Donc si donc il y a un malade, il y a un patient donc opéré avant 60 ans dans la famille. 9% des cas si donc il y a des patients opérés au-delà de 60 ans. Donc
Et le caractère génétique, généralement, on trouve donc des hypertrophies biliaires très très volatiles. Évaluation de l'hypertrophie biliaire. Bien sûr, on va le voir par la suite. On a développé un signe de l'hypertrophie, c'est pour l'hypertrophie de prostate. Et on va voir que c'est des signes qui sont généralement subjectifs. C'est-à-dire, vous demandez à un sujet de 80 ans, vous lui dites combien, monsieur, combien vous urinez la nuit. La première fois, il va vous dire 2, la deuxième fois, il va vous dire 20, la troisième fois, il ne peut pas répondre, et c'est subjectif. Est-ce que vous urinez bien? Est-ce que vous n'urinez pas bien? Est-ce que vous attendez plus d'une demi-heure dans les toilettes avant d'uriner? Il ne peut pas vous répondre. Donc, on a fait des scores. Donc, le score international des symptômes de prostatisme. Donc, il y a 0 à 35 points. Donc, il augmente avec l'âge. Voilà. Et l'IPSS fait ce qu'on appelle le diagnostic des tubas, c'est-à-dire des troubles du bas appareil urinaire. Pas de l'hypertrophie de la prostate. Donc, il n'est pas spécifique à l'hypertrophie de la prostate. On peut dire, vous allez trouver sur des écrits, les SBO, les SB, les SBO, symptômes du bas appareil urinaire, c'est la même chose. Tubas SBO, symptômes du bas appareil urinaire, c'est la même chose. Voilà. Ce score, il va évoluer la gêne fonctionnelle, mais il va encore aider dans le traitement, dans la décision thérapeutique. Donc, inférieur à 6, il n'y a aucun traitement. Aucun traitement. Le malade, il n'est pas gêné du tout. Voilà. Donc, à partir de 7, il devient peu symptomatique. Voilà, il devient peu symptomatique. De 8 à 19, il est modérément symptomatique et arrivant à 35, il est très, très, très symptomatique. Il faut dire que c'est des scores qui sont difficilement praticables chez nous, du fait qu'ils sont rédigés en anglais ou bien en français. Voilà. Donc, un sujet de 80 ans, de 70 ans, il ne peut pas répondre. Et c'est des scores d'auto-évaluation. C'est-à-dire que le malade lit, il coche. Il lit le score et il le coche. Donc, ils sont très, très difficilement pratiqués chez nous. On doit les adapter à nos malades, etc. Voilà, c'est le type de l'IPSS score. Voilà, il est difficilement praticable. Voilà. Et à partir donc de ce score, on va déduire la qualité de vie du malade. Est-ce qu'il vit bien? Est-ce qu'il est très gêné? Donc, et à partir de ça, on peut prendre une décision. On peut prendre une décision thérapeutique pour le malade. Voilà. Le diagnostic positif de l'hypertrophie bénigne de la prostate, signe de la maladie, donc, il résulte de l'obstruction créée sur la voie urinaire, soit par l'obstruction, soit par l'irritation vésicale qu'elle entraîne. Donc, le premier signe, ou le maître symptôme, c'est l'obstruction. Et c'est elle qui va induire cette irritation. Donc, cela va nous conduire à dire qu'il y a deux sortes de signes. Il y a des signes obstructifs et il y a des signes irritatifs. Voilà. Il y a des troubles de bas appareil urinaire, des tubas obstructifs et des tubas irritatifs. Ou bien des SBO, vous allez trouver des SBO obstructifs et des SBO irritatifs. Voilà. Là, on les a résumés. Donc, signes cliniques, les troubles de la phase de diction, ou bien obstruction, ou bien les signes obstructifs. Et on parle déjà de la dysurie. La dysurie, par définition, c'est une difficulté à uriner. C'est une difficulté à uriner. Donc, elle se manifeste par une faiblesse. Donc, on peut dire, premièrement, par une difficulté d'initiation du jet urinaire. Le malade, il va donc uriner. Il va attendre quelques minutes. Il va attendre 30 minutes. Il va attendre 1 heure. Donc, c'est une difficulté d'initiation du jet urinaire. Puis, le jet urinaire, il est très faible. Il devient faible jusqu'à avoir des gouttes à gouttes. Voilà. Donc, puis, il urine, il va y avoir des gouttelettes retardataires. Puis, le patient va utiliser
donc ces poussées abdominales complémentaires, donc contraction abdominale complémentaire, donc qui va générer par la suite des complications telles que la hernie inguinale, etc. Les troubles de la phase de retenue, ou bien les troubles d'irritation, nous avons la polyurie. La polyurie qui, par définition, il s'agit d'une miction fréquente à petite quantité. Bien sûr, donc la fonction de la vessie, donc c'est un réservoir uniquement, donc ça va aider donc l'homme donc à rester propre quelque temps. Cela lui permet de faire donc ses travaux, etc. Mais la polyurie, c'est une miction qui devient fréquente, mais à petite quantité. On l'a différencié par rapport à la polyurie. Si on prend le volume urinaire par 24 heures, il est normal dans la polyurie. Dans la polyurie, il est très très augmenté, au-delà de 3 litres, 4 litres, 5 litres, parfois 12 litres, etc. Donc, des envies urgentes à uriner, et on parle actuellement de l'urgenturie. L'urgenturie, c'est des fausses, donc l'urgenturie, donc le malade donc, ne peut pas se retenir. Il faut qu'il aille uriner. Il ne peut pas se retenir. Puis l'impériosité mictionnelle, donc c'est un faux besoin. C'est un besoin, donc, comment dire, c'est un besoin très très important et pressant d'aller uriner. Et en allant uriner, le malade ne va émettre que quelques gouttes d'urine. Et rebelote. Voilà. Parfois, nous avons de l'hématurie. Et l'hématurie, ce n'est pas un signe spécifique d'une hypertrophie biliaire de la prostate. Donc, de préférence, il vaut mieux l'enlever carrément. Voilà. Parfois, nous avons des hématuries. Voilà. Clinique, donc le toucher rectal. Le toucher rectal, c'est le seul examen donc clinique qui peut poser généralement le diagnostic de l'adénome de prostate. Donc, il permet de préciser les caractères de l'adénome de prostate. Donc, la prostate normale, la prostate qui est normale chez un sujet jeune, normal, qui n'est pas adénomateuse, c'est une prostate qui est plate, elle est régulière, il n'y a pas de nodosité, elle est lisse, elle est donc élastique, elle n'est pas dure, elle est élastique, voilà, et elle est indolore, voilà, et elle est donc séparée par un sillon médian, donc toute transformation ou bien toute donc modification dans l'un de ces signes-là va traduire donc une pathologie prostatique donnée. Lors de l'adénome de la prostate, elle devient volumineuse, elle n'est pas petite, elle devient volumineuse, donc elle n'est pas plate, elle est globuleuse, elle n'est pas plate, elle est ferme, elle n'est pas dure, elle est ferme, mais elle n'est pas dure, elle est lisse, elle est élastique, elle est homogène, on peut la contourner parfois quand l'adénome est très très important, on ne peut pas, voilà. Et elle est indolore. Je vous donne par exemple, si la prostate devient dure, elle est suspecte. Ce n'est pas un adénome de prostate, c'est un adénocarcinome de prostate. Voilà. Si la prostate, donc c'est le toucher rectal, il est douloureux, donc la prostate, elle est inflammée. Donc il y a beaucoup plus, c'est une prostatite, beaucoup plus. Si la prostate, elle est nodulaire, il faut penser soit à une prostate qui est donc suspecte, cancéreuse, ou bien à une prostatite chronique, à des nodules de prostatite chronique. Donc par la palpation, donc la technique normalement, vous la connaissez chez un sujet qui est donc mis en confiance, chez qui on a expliqué donc l'examen. La technique de l'examen, il est dévêtu dans une chambre qui est donc dans une intimité bien sûr, dans une chambre qui est donc réchauffée. Voilà, donc en position dorsale, en position génupectorale, voilà. On commence par inspecter la marge anale. Donc le doigt, il doit être ganté et lubrifié. Donc on commence à introduire doucement le doigt en demandant au malade de parler ou bien de respirer par la bouche pour éviter donc, des chocs vagales. Voilà.
On introduit donc l'index, donc, et on apprécie premièrement le sphincter anal. Le sphincter anal, s'il est normotonique, s'il est donc hypertonique ou s'il est lâche. Et s'il est lâche, ben, ça témoigne donc d'une atteinte nerveuse. Ça témoigne d'une atteinte nerveuse qui peut donc donner les mêmes symptômes comme un adénome de prostate. Voilà. Donc, voilà. Et on introduit donc notre doigt. Bien sûr, on va vérifier l'ampoule anale s'il n'y a pas une tumeur donc rectale. Voilà. Et on touche cette prostate-là. Et avec les caractéristiques qu'on a citées. On retire le doigt et on voit, donc on inspecte donc notre index. Donc on voit s'il y a du son, s'il n'y a pas de son, etc. Voilà. Donc par le palpé abdominal, on peut rechercher donc un globe vésical, aussi bien par la palpation que par la percussion sous forme d'une matité. Voilà, hypogastrique. Voilà. Et on palpe les organes génitaux externes. Il ne faut jamais oublier de prévoir que les organes génitaux externes, on peut avoir donc une surprise. Recherche des orifices herniens, on a dit quand le malade, il pousse, donc il utilise sa pression abdominale, ses contractions abdominales complémentaires, ça peut engendrer donc des hernies inguinales. Et il faut apprécier donc le méa urétéral. Est-il fermé? Il n'est pas fermé. Donc palper donc l'urètre pénien, voir sa souplesse, etc. Parfois, il y a des sténoses urétérales sous forme donc d'une nodosité dure sur donc le corps spongieux et ça donne les mêmes symptômes comme un adénome de prostate. Les examens complémentaires, donc il ne faut pas oublier que donc, cette pathologie donc, fait donc, forme présente ou bien présente donc un problème de santé publique, donc sa prise en charge, elle est chère, elle engage un coût, donc il ne faut pas multiplier les examens comme ça. Donc on commence par, sur le plan biologique, donc on va demander donc, une créatinémie et une urée sanguine pour donc, voir la fonction rénale. On peut demander une chimie des urines, une CBU à la recherche donc d'une infection urinaire, donc qui est une complication de l'adénome de la prostate, tout simplement. Et on demande surtout, donc des prostates spécifiques antigènes. Un taux de PSA, voilà, qui est normal entre 1 à 4 grammes. S'il est donc compris entre 4 à 10 grammes, donc on suspecte donc un cancer de prostate qui peut être associé à l'adénome de prostate. Si vous vous rappelez de l'anatomie zonale, on a dit que le cancer se développe sur la zone périphérique. Et l'adénome, il se développe généralement sur la zone de transition, sur la zone centrale et sur la zone périurétrale et sur la zone du stroma fibromusculaire antérieur. Donc, on demande des PSA, c'est pour donc dépister l'existence d'un cancer de prostate. Leur valeur normale, elle est comprise entre 1 et 4 nanogrammes. Si elle est comprise entre 4 et 10 nanogrammes, cela veut dire qu'il y a donc suspicion donc, du cancer de prostate. Au-delà de 10 nanogrammes par millilitre de PSA, il y a un cancer de prostate, il faut le prouver. Voilà. Par des biopsies prostatiques, bien sûr. Il y a un examen qui est très demandé en matière d'adénome de la prostate, c'est la débimétrie mictionnaire. Et vous voyez, on n'a pas demandé d'échographie, on a demandé la débimétrie mictionnaire. La débimétrie mictionnaire, c'est-à-dire c'est quoi? On demande au malade tout simplement d'uriner dans un entonnoir qui est relié à un oscillogramme et il va nous donner une courbe. Voilà. Il va nous calculer, donc quelque chose qui est très important, c'est le débit donc urinaire maximal. Le débit urinaire maximal qui est là. Urinaire maximal. La normale d'obstruction, le débit maximal, il est très haut. Voilà. Donc, on dit qu'un débit maximal inférieur à 10 millilitres seconde, il est sur une obstruction. Donc, que ça soit donc d'origine prostatique ou d'origine autre, donc lithiase,
donc sténose du urètre, infection urinaire, etc. Voilà. Quand il est compris entre donc 15 jusqu'à 15 millilitres seconde, c'est douteux. À partir de 15 millilitres, 20-30 millilitres seconde, il est sûr donc une obstruction. Voilà. Il n'y a pas de... Les explorations radiologiques, l'échographie prostatique, soit par voie transrectale ou par voie donc abdominale, de préférence par voie transrectale, parce que quand on fait une échographie par voie transrectale et on voit donc cette image-là, on va voir là en périphérie là on va voir donc la prostate périphérique en moustache, voilà, elle est là. Donc, s'il y a un nodule suspect, cela veut dire qu'il y a un cancer de prostate qu'il faut le biopsier. On va voir la zone de transition qui est là et qui fait qu'il y a un adénome de prostate ici et l'urètre prostatique qui est là, tout simplement. La zone, donc l'échographie abdominale, elle ne va pas donner les mêmes images. Voilà, donc de préférence faire une échographie transrectale. Cette échographie, elle va estimer à peu près la taille donc, de la prostate, ou de l'adénome de prostate, voilà. Mais surtout, elle va aider à préciser donc la répercussion donc, de cet adénome de prostate ou bien de cette obstruction sur la vessie et sur le haut appareil urinaire. Sur la vessie, en montrant une vessie de lutte, donc une hypertrophie donc de la paroi vésicale qui devient festonnée, et une dilatation du haut appareil urinaire. Donc, l'UV ou la cystoscopie, elles ne sont pas généralement demandées. Mais si on demande par exemple une cystoscopie, on va avoir donc un allongement de l'urètre prostatique. On va avoir un allongement de l'urètre prostatique. Vous y avec un de la demande et on rentre dans la vessie, on peut voir alors bien les cellules, puis donc ce qu'on appelle la vessie à cellules et à colonne, puis donc une vessie qui est donc diverticulaire, on va avoir des diverticules. Voilà, c'est dû donc à des zones de faiblesse. Donc la vessie, elle se contracte, c'est un muscle de trésor. C'est un muscle, donc il se contracte contre cet obstacle et il finit par céder. Donc des zones de faiblesse finissent par céder. Donc et la muqueuse vésicale, elle va donc sortir, donc elle va sortir donc, de sa place et donner ce qu'on appelle des diverticules. Si on fait une UV, on ne le fait pas, mais généralement, si on fait une UV, l'UV, c'est un examen urographique qui consiste donc à injecter un produit de contraste donc, dans une veine périphérique qui va être complètement donc, excrété par le rein. Donc, si on fait donc, une UV, donc on va avoir une opacification rénale et des urtères. Jusqu'à la vessie, on va avoir donc des urtères qui sont déviés, ce qu'on appelle les urtères en hameçon. Les urtères en hameçon, ils sont déviés en hameçon. Voilà, on va avoir donc l'empreinte de l'adénome sur la vessie. On peut avoir la répercussion donc de cette obstruction sur le haut appareil urinaire à type donc d'urétéro-hydronéphrose, d'hydronéphrose ou bien d'hétéro-hydronéphrose. Mais l'examen de certitude, tout ça, ça donne des examens, ça donne donc des images donc qui ne sont pas spécifiques de l'adénome de prostate, ils sont spécifiques de l'obstruction, pas de l'adénome de prostate. L'examen de certitude reste l'étude anatomopathologique du produit chirurgical quand on opère un malade, qu'on fait donc, par exemple donc, une biopsie transrectale ou quand on fait par exemple une résection endoscopique. Donc nous avons le produit de résection, donc, ou bien le produit chirurgical, donc va donc de certains.
Donc, indirect d'obstruction, c'est des signes d'obstruction qui peuvent être en cas de troubles d'évacuation des urines, de troubles obstructifs, qui peuvent être suite à une sténose urétrale, suite à une prostatite aiguë ou chronique, suite à un cancer de prostate et surtout suite à un mycine neurologique. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut apprendre le sphincter anal, on s'est mis sur pas mal de pathologies. En cas de troubles de retenue ou irritatifs, donc toutes les causes d'irritation vésicale, à savoir les infections, les tumeurs vésicales, donc les calculs vésicales, les infections qu'elles soient spécifiques ou non spécifiques, les tumeurs vésicales, voilà, les calculs de la vessie, les étrangers, donc et surtout donc l'excès d'apport, la potomanie, certains malades boivent tout simplement. Voilà. Donc il y a donc un problème mécanique obstructif, donc qui va donner des complications. Et à côté de ce problème mécanique, il y a une stagnation des urines, et toute stagnation des liquides va donner une pilulation, donc d'une complication infectieuse. Pour les complications mécaniques, nous avons donc les retentions urinaires aiguës. C'est une urgence, et on va la voir donc une autre fois sous forme de TB. Voilà. Retention urinaire chronique, la même chose. Donc on parle retention urinaire aiguë et chronique, donc on parle de retention urinaire complète, qui est l'aiguë, et retention urinaire incomplète, qui est la chronique. Voilà. La première, c'est une urgence. Il faut donc dériver les urines par n'importe quel moyen, soit une sonde urinaire, soit une ponction suspicieux, soit une cystostomie, un cystocathéter. La retention urinaire chronique, il faut l'évaluer et évaluer ses répercussions. Donc, elle va nous donner le temps. L'hyperactivité vésicale, c'est-à-dire l'hypercontraction vésicale, normalement la vessie, elle se contracte de manière harmonieuse. Et vous avez vu lors donc, de la débémétrie que la courbe, elle est en cloche, c'est-à-dire c'est une contraction harmonieuse. Quand il y a des contractions comme ça, donc la vessie, donc c'est ce qu'on appelle une hyperactivité vésicale, et ça engendre donc beaucoup de pression dans la vessie, et ça menace le haut appareil urinaire. Voilà. Altération de la qualité de vie, voilà. Donc les calculs vésicaux, ça donne un calcul vésical, voilà. Donc cette obstruction mécanique, elle donne une altération de la qualité de vie. Le maladie il va pousser. Voilà. Donc la stagnation des urines, comme on l'a vu dans la lithiase urinaire, ça va engendrer donc une lithogénèse, donc des calculs vésicaux, voilà. Généralement, c'est des calculs d'origine infectieuse, sont striés, vessie de lutte et vessie claquée. La vessie claquée, c'est-à-dire que c'est une vessie qui a perdu sa fonction. C'est-à-dire que c'est une vessie qui est complètement, qui ne se contracte pas. Et là, on va perdre la fonction vésicale et opérer ou ne pas opérer le malade. Ça ne dispense pas d'une dérivation urinaire par un matériel synthétique. L'atteinte donc du haut appareil urinaire, souvent d'hydronéphrose ou d'urétérohydronéphrose, et il faut dire que cette urétérohydronéphrose, elle est généralement bilatérale. C'est un signe caractéristique d'une obstruction par adénome de la prostate, parce que l'adénome de la prostate, il se développe d'une manière symétrique. Sur les deux lobes, il se développe d'une manière symétrique. Donc nous avons une urétérohydronéphrose. Voilà. Les complications infectieuses, soit une infection banale, généralement à Escherichia coli. Donc, les inflammations vésicales à type de cystite, voilà. Les adénomites, comme on l'a vu, inflammation, donc nécrose du tissu prostatique, formation de zones infarcites qui vont donc se calcifier, etc., et majorer l'obstruction. Voilà, les pyélonéphrite aigus et les pyélonéphrite chroniques. Donc, et on arrive finalement donc à deux complications. Donc, l'insuffisance rénale aiguë qui est donc réductible donc après traitement. Voilà, et l'insuffisance rénale chronique, généralement, qui signe tout échec thérapeutique. Le traitement, donc le choix de traitement, donc il va dépendre donc, de l'importance de la gêne donc, ressentie, et ça, donc l'EPSS score prend toute son importance. Voilà. Le retentissement dans la vie de tous les jours, voilà, c'est-à-dire la qualité de vie. Le volume d'adénome, il dépend aussi du volume de l'adénome, on va l'avoir. Donc, l'état de santé général du malade, bien sûr. Donc,
si on peut se permettre, donc c'est l'avis du réanimateur qui va scorer le malade et qui va nous dire est-ce que c'est un malade qui peut être opérable, donc on peut l'agresser par un geste chirurgical, donc très agressif, ou bien c'est un malade qu'on ne peut pas l'agresser, donc il faut choisir un traitement plus ou moins adapté. Plusieurs solutions existent pour ce traitement. Elle va de la surveillance simple, donc au régime hygiéno-diététique, voilà, à la chirurgie, donc saignante. Voilà. Le traitement médical, on peut citer plusieurs types de traitements médicaux. Nous avons, donc avant d'arriver au traitement médical, donc le régime hygiéno-diététique, voilà, surveillance avec régime hygiéno-diététique, c'est-à-dire, tout simplement, il faut éviter la sédentarité, donc pour éviter la sédentarité, éviter tous les problèmes qui font que le malade a une obésité. On a dit que l'obésité, c'est le seul facteur de risque qu'on admet. Voilà. Donc, éviter donc les rigides, donc les aliments riches donc, en protéines, en sel, voilà. Donc, prendre beaucoup d'eau, faire de la marche, faire du sport, un sport léger. Voilà. Donc, prendre beaucoup de fruits et de légumes. Pour le traitement médical, nous avons 3 paliers donc, de médicaments. On commence par la phytothérapie, c'est-à-dire on utilise des plantes. On a vu que donc, cette glande, elle est sensible à certaines plantes, telles que, je vous donne un exemple, telles que le Pemphigoum africanum, par exemple le Pernixon, ou bien le Tabénan, ou bien le Tusamine. Tout ça, c'est des médicaments qui sont faits à base de plantes. C'est l'écorce d'un chêne qui se développe dans l'Afrique du Sud. Voilà, on a constaté qu'en faisant donc des infusions par cette écorce-là, donc les signes irritatifs peuvent régresser, pas les signes obstructifs. Les signes irritatifs peuvent régresser. Voilà. Donc, le deuxième palier, c'est les alpha-bloquants. Voilà. Là, il y a un support, donc, physiopathologique assez important parce qu'on a dit que donc, la région donc, cervico-prostatique, c'est-à-dire du col, donc la région du col, la région du trigone, la région périurétérale, elle est riche donc, en récepteurs alpha. Et on a dit que toute fibre musculaire est riche en récepteurs alpha. Toute fibre musculaire qui compte ces récepteurs alpha, si on stimule ces récepteurs alpha adrénergiques, donc la fibre, elle va se contracter, et quand il y a une contraction, donc l'urètre prostatique ne permet pas, donc s'il est très tonique, donc il ne permet pas d'évacuer beaucoup d'urine. Donc il y a une désurie. Si ces fibres donc, sont bloquées, ces récepteurs sont bloqués, la fibre, elle va se relâcher et on va créer de l'espace et les urines vont passer donc normalement. Donc, parmi donc, ces alpha-bloquants, nous avons par exemple le Xatral, sous forme LP ou bien 10 mg sous forme LP, sous forme donc, rapide, donc 5 mg. Nous avons ça c'est l'alpha-zuzol, nous avons la pampsilosine sous forme de, par exemple, tamsumède, comment dirais-je l'autre, voilà, c'est la même chose, voilà. Nous avons les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. Nous avons dit que la prostate, elle dépend ou bien l'adénome de prostate dépend de l'hydrotestostérone, l'hydrotestostéron, donc la 5-alpha réductase, c'est une enzyme, donc qui réduit donc la testostérone en 5, donc on dit hydrotestostérone qui est la forme active. Donc on veut donc qu'il y a des inhibiteurs de la 5-alpha réductase. Donc, en bloquant les récepteurs de la 5-alpha réductase, donc cette testostérone ne sera pas transformée en sa forme active. Donc, l'adénome de profil par cette testostérone. Voilà. Donc, les différences entre ces traitements, donc la phytothérapie, elle agit sur les signes irritatifs uniquement. Les alpha-bloquants, ils peuvent agir sur le 2 signes, mais surtout sur donc, la composante obstructive. Donc, la 5-alpha, les inhibiteurs, pas la 5-alpha, les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, là, ils vont agir
donc, sur le volume prostatique. Donc, et 30% donc, de réduction de volume de la prostate est obtenue donc, dans 6 mois de traitement par les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. Voilà. Donc, si on peut citer d'autres traitements à titre simple, donc si on peut citer d'autres traitements, on peut citer donc les œstrogènes. Donc, par exemple, donc vous voyez que dans le corps humain, il y a toujours un équilibre entre les androgènes et les œstrogènes. Voilà, chez l'homme et chez la femme, même la femme elle a des androgènes. Voilà. Donc, si on donne plus donc d'œstrogènes, donc il y a une diminution donc de taux donc des androgènes et donc cette prostate ne sera pas influencée par ces androgènes. Donc, les œstrogènes, on peut utiliser les inhibiteurs donc, ou bien les, comment dirais-je, on peut utiliser comment dirais-je, les analogues de la LHRH. Donc, la LHRH au niveau donc, hypophysaire, elle va stimuler donc la synthèse donc, de la FSH et de la LH qui vont stimuler les testicules et donner donc la synthèse donc de la testostérone. Donc si on augmente donc le taux donc de la LHRH donc au niveau hypothalamique, ça va donner un feedback donc et par la suite nous avons un effondrement de taux de testostérone périphérique donc et l'adénome ne sera pas influencé par cette hormone. Voilà. Je pense que c'est tout sur le plan médical. On passe sur le plan chirurgical, bien sûr les complications ou les effets secondaires pour la phytothérapie, il n'y a presque pas d'effets secondaires, sauf des colopathies. On a décrit des colopathies. Voilà. Sur les alpha-bloquants, donc on a décrit des hypotensions, parce que même les vaisseaux ont des fibres musculaires lisses. Donc on a décrit des hypotensions, mais il faut savoir prendre le médicament uniquement. Parfois, il y a des médicaments qui sont titrables. Voilà. Les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, c'est un traitement hormonal. Donc, et généralement, ça donne des bouffées de chaleur. Ça donne des bouffées de chaleur. On peut les associer. L'association est admise. On peut associer par exemple la phytothérapie aux alpha-bloquants. On peut associer donc les alpha-bloquants donc aux inhibiteurs de la 5-alpha réductase, mais ça majeure les effets indésirables, surtout l'hypotension. Donc il faut séparer les heures de prise de médicaments. Pour le traitement chirurgical, nous avons le traitement chirurgical classique, c'est-à-dire la chirurgie saignante ou bien la chirurgie à ciel ouvert. Voilà, nous avons deux types d'opérations. Nous avons l'intervention de Freyer-Rinchek et nous avons l'intervention de Méline. L'intervention de Freyer-Rinchek, là, ce qu'on fait actuellement, on doit ouvrir la vessie, on ouvre la vessie, donc on fait une collerette autour de l'urètre prostatique, c'est-à-dire sur l'adénome, et on va introduire le doigt tout simplement et nucléer l'adénome. L'intervention de Méline, on n'ouvre pas la vessie, on y va sur la prostate, donc en rétropubien, on ouvre la capsule prostatique et on va faire l'énucléation de l'adénome. Donc, voilà, c'est l'inconvénient pour les deux interventions, c'est des interventions qui saignent beaucoup. Donc, il faut une main experte et vraiment, il faut être rapide lors du traitement par ces deux méthodes. Voilà. Donc, les complications, bien sûr, les hémorragies post-opératoires, les embolies pulmonaires post-opératoires, les fistules urinaires, les sténoses post-opératoires et l'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire, c'est-à-dire quand on énuclée un adénome, il ne faut pas l'arracher. Si on l'arrache, on va détruire aussi bien le sphincter, donc on va détruire le sphincter strié, et là le malade il devient incontinent et c'est pénible pour qu'il continue sa vie. Actuellement, donc le traitement chirurgical actuel, c'est la chirurgie endoscopique. On commence par la résection transurétrale. Résection transurétrale, c'est-à-dire à travers le méa urétral ou l'urètre,
on introduit donc un résecteur, ce qu'on appelle un résecteur, c'est l'équivalent d'un cystoscope. Ce résecteur, il est muni donc d'une once diathermique. Cette once diathermique, donc on arrive au niveau donc, de la vessie. Donc on évalue la vessie, on évalue l'adénome et on commence à réséquer donc l'adénome en utilisant donc du courant électrique. Bien sûr, la résection transurétérale, donc il y en a deux types, il y a la monopolaire et il y a la bipolaire. La monopolaire, c'est-à-dire qu'on utilise donc le courant électrique associé donc à un liquide, c'est le glycocol, associé à un liquide qui est le glycocol. Le glycocol, donc c'est un ensemble d'acides aminés, donc il est neutre, donc il ne transmet pas du courant. Voilà. Donc si on utilise du sérum salé avec le résecteur monopolaire, donc il va y avoir du courant qui traverse du sérum salé, il va y avoir ionisation du sérum salé, formation d'hydrogène et on peut avoir des explosions de la vessie tout simplement. Donc pour pallier à ça, on a utilisé le bipolaire. Donc le bipolaire, donc avec le bipolaire, on peut utiliser le sérum salé pour donc bien sûr laver la vessie et évacuer donc le sang, et évacuer le matériel de résection. Donc plus récemment, donc on a pensé à vaporiser donc cette prostate au laser. Donc on utilisait la même chose, on rentre donc avec un résecteur. Donc au lieu d'avoir donc cette once qui est reliée donc au courant électrique, on introduit une fibre de laser, donc ce qu'on appelle le green light, le laser green light, et on va vaporiser. Et si vous voyez le mot vaporiser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas donc de matériel, donc, on ne va pas récupérer du matériel que l'on n'a pas. Donc, il sera complètement cuit, il sera complètement vaporisé. La dernière avancée, c'est l'énucléation au laser. C'est la même chose, donc ça nécessite un matériel spécifique. On rentre donc avec le résecteur. Au lieu de commencer par la résection ou bien l'énucléation par donc, le col vésical, on va y aller donc à la limite du sphincter, donc au niveau du verrou montanum. On coupe avec l'anse, donc avec la fibre de laser, et on pousse l'adénome dont la vessie sera broyée par la suite et donc enlevée tout simplement. Donc la thermothérapie elle est très chère, les onces sont très très chères, voilà, mais donc elle est utilisée pour des malades spécifiques, donc de réanimation sous anticoagulants, etc. Thermocryé ou bien la cryothérapie. La thermothérapie, on utilise la température, donc la cryothérapie, on utilise du froid. La thermothérapie, donc il y a des sondes spéciales, voilà, qui sont reliées donc à un générateur, donc qui va nous donner donc une température qui dépasse les 70 degrés. À l'aide de l'échographe, donc on introduit donc cette sonde par le méa urétéral et on la place juste dans l'urètre prostatique et on commence à délivrer donc cette température-là jusqu'à avoir une nécrose donc du parenchyme autour de la sonde. Voilà, et par la suite, on va créer de l'espace et le malade va uriner normalement. C'est le même principe pour la cryothérapie. Donc, la mise d'instinct, c'est-à-dire on met donc un ressort instinct. C'est comme si on met un stent au niveau des coronaires, c'est la même chose. On met un stent au niveau de l'urètre prostatique, il va s'ouvrir et il va donner de la prostate, il va donner de l'espace. Donc, l'inconvénient, ces stents-là, ils peuvent migrer, ils peuvent se déplacer tout simplement. Donc les dilatations ballonnées, c'est le même principe que la thermothérapie. On dilate un ballonné au niveau de l'urètre prostatique. Donc là, on peut avoir par la suite un gain d'espace. Et enfin, la sonde vésicale qui reste comme un un traitement des malades qui sont grabataires dans la réanimation et dont leur état ne permet pas une anesthésie pour faire ce travail. En conclusion, c'est une pathologie qui est très fréquente, donc chez le sujet âgé bien sûr, on la voit de plus en plus chez les sujets jeunes et je vous ai dit qu'on a opéré des malades de 35 ans, voilà, avec un risque d'incontinence donc, et d'éjaculation rétrograde. Donc le traitement chirurgical par voie endoscopique ou par voie chirurgicale. Donc la complication la plus, c'est pas une complication.
c'est une, comment dirais-je, c'est une évidence. Donc, c'est une évolution normale. Donc, la complication qui est constante, c'est l'éjaculation rétrograde. Par le traitement chirurgical classique, la résection endoscopique ou par chirurgie, tous les malades auront donc une éjaculation rétrograde. Donc, ils n'auront pas une perte de la libido elle reste, les rapports sexuels restent normaux, plutôt ils vont s'améliorer, mais donc il y a toujours une éjaculation rétrograde. Voilà. Donc, c'est une pathologie qui est très fréquente. Donc, actuellement, les chirurgies pour adénome de la prostate constituent la deuxième intervention après. C'est contre la cataracte qui est les yeux, donc il faut compter. Elle pèse beaucoup en matière d'économie de santé. Parce qu'il va y avoir un absentéisme du travail assez important. Donc, il y a un retentissement sur la qualité de vie. Son traitement a connu une énorme avancée technologique, une multiple, donc c'est normal si on va donc de l'intervention de Vinchek jusqu'à l'énucléation au laser, ça fait beaucoup. Voilà. Et une multiple de procédés, de fait de son polymorphisme clinique. Voilà. La maîtrise des connaissances actuelles en matière d'anatomopathologie, de physiopathologie, nous ont amené sûrement à une approche rationnelle dans la prise en charge de cette maladie. C'est-à-dire, donc, il faut toujours avoir l'esprit de l'économie de santé. Quand on peut traiter un malade avec un simple médicament, il ne faut pas l'opérer parce que ça va engager son pronostic vital et ça va engager un coût donc, de plus. Je vous remercie. Alors, s'il y a une question, vous pouvez poser une question. Merci à vous, docteur. Merci à docteur, vous. Oui. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner un programme des cours? Oui. On n'a pas un programme jusqu'à maintenant. Le programme de cours, je l'ai fait à partir de 13. OK. Et j'ai profité pour vous faire les cours à nous parce que je sais que les autres ne vont pas les faire. D'accord, merci. Là pour gagner donc du temps. OK. Mais je vais l'envoyer au délégué, il va vous l'envoyer. Maintenant, je vais D'accord, merci. Si je le trouve sur mon flash disk, je vais l'envoyer maintenant. Encore. Y a-t-il une question? Docteur, s'il vous plaît, j'ai une question concernant le taux de PSA. Oui. Donc, pour les pathologies bénignes, le taux est inférieur à 10 et pour les pathologies malignes, c'est supérieur à 10, c'est ça? Pas supérieur à 10. J'ai dit que les prostates spécifiques antigènes, c'est une glycoprotéine donc, qui est sécrétée par la cellule prostatique. Elle est sécrétée d'une manière anormale quand la cellule prostatique, elle devient cancéreuse. OK? Donc, elle perd le contrôle de ces PSA-là. Donc, le taux de PSA normal, il est inférieur à 4 nanogrammes. Il est entre 1 à 4 nanogrammes. OK? Donc, s'il est supérieur à 4 nanogrammes, donc entre 4 et 10 nanogrammes, il y a une lésion. On suspecte une lésion cancéreuse, l'adénocarcinome beaucoup plus de la prostate. Mais c'est uniquement on suspecte uniquement. OK? Bien sûr, il faut y aller avec une biopsie prostatique, il faut refaire ce taux de PSA, donc après un traitement médical, etc. Mais quand il est supérieur à 10, là, il y a sûrement une lésion donc cancéreuse, il faut la chercher. Il faut donc s'abstenir à la chercher, il faut y aller la chercher. OK? Mais c'est aussi élevé en cas de prostatite ou bien un adénome. Et justement, c'est pour ça qu'il faut refaire après 15 jours. Pas en cas d'adénome. L'adénome, si l'adénome n'augmente pas une seule fois, le taux de PSA, l'adénocarcinome l'augmente par 10. OK? Donc, on peut avoir un taux de PSA donc, entre 4 et 10 en matière d'adénome de prostate, mais quand il est supérieur à 10, il faut suspecter une cancer de prostate. D'accord, merci beaucoup. Merci. Encore. Il y a une question.
Y a-t-il une question? Aïe. Monsieur, Oui. est-ce qu'il y a un risque de rétrécissement de l'urètre prostatique après la chirurgie? Après résection endoscopique, Oui, si mon récepteur il n'est pas bien, il y a un risque. Il y a un risque. Mais minima. OK. d'accord. Si mon récepteur n'est pas bien, mais si mon récepteur il est bien, il est de bonne qualité, généralement, il n'y en a pas. Généralement, il n'y en a pas. Mais il y a un risque qu'on a introduit un corps étranger dans l'urètre, il y a un risque toujours. Merci. Donc, merci à vous. Une autre question. Une autre question. Aïe, bonsoir. Au revoir.